quelques minutes. C'est complètement volatilisé. Ça défie l'entendement, c'est pas possible. Mais n'importe qui a un gosse et qui voit son gosse ne pas rentrer devient fou. C'est inconcevable. C'est quelque chose d'horrible. On a peu d'éléments. On est face à du vide. Il n'y a rien. On a eu un fol espoir de la retrouver vivante. J'en ai encore des frissons, on y croit. Je le considère comme le pire tueur en série de l'histoire criminelle française. Parce que cette petite fille... Je veux qu'on trouve la solution. C'est mon objectif. Le seul. Le 9 janvier 2003 est une journée particulièrement froide sur Guermantes. En fin d'après-midi, je crois que les températures chutent jusqu'à -8, -9 degrés. Et je me souviens que dans les champs, dans les jardins, on aperçoit cette fine couche de verglas. Et il fait franchement très 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 froid. Donc il n'y a personne dans les rues de Guermantes en fin d'après-midi. Guermantes, c'est un gros bourg qui est aux portes de Paris. Il y a 1300 ou 1400 habitants. C'est une ville assez chic, hein, avec des beaux pavillons, des beaux jardins, mais c'est une ville où il y a peu de vie quelque part. On a l'impression d'être loin de tout, alors qu'on est à une trentaine de kilomètres de la capitale. C'est vraiment très très calme. Quasiment tout le monde se connaît, tout le monde va à la même école, tout le monde va au même collège. On a beau être à la proximité de Paris, mais on est déjà à la campagne. À Guermantes, il n'y a pas d'école. L'école, elle est située, comme souvent d'ailleurs, dans le village d'à côté qui s'appelle Conches. C'est pas très loin, mais il y a quand même un peu de marche pour revenir. Et ce soir-là, donc à 18h, on libère les enfants. Et la petite Estelle prend le chemin du retour en compagnie de 2 petites copines. Estelle, c'est une petite fille joyeuse, souriante. Une petite blonde resplendissante, avec des yeux bleus, une enfant lumineuse. C'est vraiment un petit amour, c'est quelqu'un qui est rigolote, marrante. C'est une petite fille qui est tout à fait bien intégrée, qui est sociable, qui a des copains, des copines. C'est une petite fille enjouée, quoi. C'est une petite fille de 9 ans, parfaitement normale. Estelle, elle quitte l'école aux alentours de 18h, après être restée à l'étude. Elle rentre à pied et elle part avec 2 petites copines qui font une partie du chemin avec elle. Elle rejoint le bourg de Guermantes, ou en tout cas l'endroit où il y a quelques commerces à Guermantes. Ces 2 copines vont la quitter aux environs de la boulangerie. La boulangère la voit
passer, parce qu'elle a l'habitude de la voir régulièrement. Et elle voit Estelle partir toute seule en direction du lotissement pour rejoindre la maison familiale, la maison de sa maman. Pour rentrer chez elle, elle doit dépasser la boulangerie, reprendre un chemin sur la droite. Un sentier qui coupait, comme une petite venelle, entre des jardins. Mais ce sentier, il est mal éclairé, il n'y a pas d'éclairage. À partir de ce moment-là, elle est toute seule. Finalement, il lui reste en gros 500-600 mètres à faire, toute seule, pour arriver à son domicile. Et après, c'est une lumière éteinte, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Elle devient une ombre, elle disparaît. Et personne ne l'aperçoit, cette fillette. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Elle disparaît, je dirais, comme ça, en un claquement de doigts, en quelques minutes. Les rues sont complètement désertes, les maisons sont fermées, il fait froid, les volets sont fermés. Donc il n'y a pas de témoin, personne n'a vu Estelle Mouzin ce soir-là. Personne ne peut nous dire de manière précise jusqu'où elle est allée. C'est une impression assez angoissante de se dire qu'elle s'est complètement volatilisée et qu'il n'y a aucun témoin. Il est 19h et Suzanne Mouzin rentre du boulot. Elle travaille dans un laboratoire et elle s'attend évidemment à trouver à la maison la petite Estelle avec sa grande sœur. Depuis quelques mois, Suzanne Mouzin est séparée de son mari. Elle vit à Guermantes, dans la maison qu'elle a conservée, avec sa fille aînée qui a 16 ans et la petite dernière, Estelle, qui est âgée de 9 ans et demi. Ce soir-là, elle va rentrer dans la maison, elle ouvre la porte, et là, Estelle n'est pas présente. Elle demande alors à sa fille aînée, « Où est ta sœur ?» Salut. Elle est où, Estelle? Elle n'est pas rentrée. Et là, son autre fille lui dit « non, Estelle n'est pas là ». Elle se dit, elle est peut-être chez une copine, elle est peut-être chez une voisine, donc elle téléphone à toutes ses copines pour savoir si Estelle n'est pas chez elle. Suzanne Mouzin appelle la voisine à plusieurs reprises pour lui dire elle est toujours pas là, elle est pas avec toi, elle est pas avec ta fille. Et elle lui répond non, elle est pas là. Elle va passer des coups de fil en s'inquiétant de savoir si elle n'est pas chez une autre petite camarade de classe, chez quelqu'un chez qui éventuellement elle a fini ses devoirs et qu'elle aurait oublié de prévenir. Finalement, personne ne l'a vue, elle a disparu. Voilà. Et donc là, elle commence à s'inquiéter, parce que c'est pas dans les habitudes, effectivement, d'Estelle, qui est une petite fille très rangée, très ordonnée, très claire dans son emploi du temps. Estelle introuvable, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On remonte dans la voiture, c'est ce que fait Suzanne Mouzin, et puis on repart faire le chemin de l'école. Elle retourne à Conches à l'école. Et puis elle la voit pas. Elle va refaire le parcours entre l'école et sa maison. Elle va tourner plusieurs fois dans le quartier, dans le lotissement, pour essayer de retrouver sa fille. Il y a très peu de voitures, les gens sont chez eux, calfeutrés, ils ont froid, elle voit rien, elle voit pas la petite Estelle et elle voit rien d'autre. Donc elle revient à la maison. Il est maintenant un peu plus de 20h45. Estelle n'est toujours pas rentrée à la maison. Suzanne Mouzin est extrêmement inquiète. Suzanne Mouzin est sous le choc. Puis c'est là qu'elle décide d'appeler le père, Éric. Même si elle est séparée de lui, lui habite dans les Yvelines, au Vésinet.
Et le papa comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal, parce que ce n'est pas du tout dans les habitudes de cet enfant. Le temps qu'Éric Mouzin arrive du Vésinet où il réside, Madame Mouzin décide d'appeler la police et appelle le commissariat de Lagny, à peu près vers 21h15, 21h30. Et les collègues de Lagny considèrent la disparition tout de suite comme préoccupante. Et donc ils vont immédiatement se rendre sur les lieux. À Guermantes pour commencer à patrouiller, pour essayer de voir si on peut retrouver quelque part cet enfant. Et c'est vrai que dans les conditions climatiques qu'il y avait ce soir-là, on peut craindre qu'elle soit tombée, qu'elle soit, je sais pas, cassée une cheville ou qu'elle soit en train de souffrir quelque part. Donc il y a un tas de recherches matérielles qui sont faites très rapidement. Regarde un peu au fond là-bas, qu'est-ce que tu vois ? Les policiers tournent, ils ont des lampes de poche parce qu'il y a un tas d'endroits qui sont mal éclairés et ils circulent dans Guermantes et ils cherchent cette petite fille en appelant Estelle Mouzin, Estelle, pour qu'elle, éventuellement, qu'elle réponde. Quant à Éric Mouzin, il arrive aussi très rapidement dans la soirée vers 22h à Guermantes. Il rejoint le dispositif et il fait des recherches avec les policiers. Éric Mouzin participe aux recherches dès le premier soir. Je me disais qu'il fait quand même moins 10. C'est ça qui m'inquiétait le plus. Je me disais, si elle n'est pas à l'abri quelque part au chaud, il fait quand même moins 10. On peut pas éternellement rester dehors à cette température. Mais n'importe qui a un gosse et qui voit son gosse ne pas rentrer devient fou d'angoisse. Immédiatement. Et c'est ce qui va arriver à la fois à Suzanne et à Éric Mouzin, parce que ça défie l'entendement, c'est pas possible. C'est-à-dire, forcément, la gosse est quelque part. On se dit que si éventuellement elle a été enlevée d'une manière violente, elle a perdu soit un bonnet, soit un cache-col, soit un sac, soit un gant. Nous recherchons un de ses vêtements. Guermantes est passé au peigne fin, mais les alentours, c'est immense. Il y a des autoroutes, il y a des forêts, il y a des grandes forêts tout autour qui sont inexplorables. Jusqu'à 2h du matin, on cherche. Ça, on ne sait pas où on cherche, mais on cherche. On va dans tous les sens pour essayer de trouver des traces. Mais on ne trouve rien. Les voisins, ce soir-là, ne nous donnent aucune information intéressante. Personne ne l'a vu. Aucun cri, aucun crissement de pneus, quoi que ce soit, aucun bruit. Aucune information susceptible de nous orienter. Ce soir-là, il n'y a absolument rien, aucun indice matériel, rien sur le sol, aucun témoin, aucune trace, il n'y a rien. Rien. Le vendredi 10 janvier 2003, moi je suis de permanence à la police judiciaire de Versailles. On m'appelle en début d'après-midi pour m'expliquer que nous sommes saisis du dossier. On est dans une situation d'urgence, il y a urgence à agir. Ce sont les premières heures qui comptent pour retrouver une enfant vivante. J'arrive au domicile d'Estelle et nous sommes reçus par ses parents. Ils sont choqués évidemment, il faut tenter de les réconforter, mais les mots sont compliqués à trouver.
On explique qu'on ne lâchera pas l'affaire et qu'on fera tout en sorte pour retrouver Estelle. Et on organise les choses de deux manières. Il y a d'un côté des recherches matérielles qui continuent à être faites, c'est-à-dire des rondes, des patrouilles, des battues. On fait venir un hélicoptère qui survole toute la région parce qu'on se dit qu'on pourrait voir des traces, etc. Et puis, il y a une enquête judiciaire qui commence, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la famille, aux parents, bien sûr, et à tout l'entourage d'Estelle Mouzin pour savoir qui est cette petite fille, comment elle vit, dans quel milieu elle vit, qu'est-ce qui a pu se passer. Dans le cadre de la disparition d'Estelle, la première piste qui est évoquée par les enquêteurs, il s'agit pour eux d'une fugue. Et effectivement, dans 99% du temps, il s'agit bien d'une fugue dans le cas de la disparition d'un enfant. La première chose qu'on fait, c'est d'essayer de savoir qui est cette petite fille qui a disparu, que nous, on n'a bien sûr jamais vue. Donc, on se renseigne bien évidemment auprès de ses parents. C'est une petite fille qui n'a pas de problème particulier, qui travaille plutôt bien à l'école, qui est gaie, qui est joyeuse, qui n'a pas de mal-être particulier. La petite, la description qu'en font les quelques personnes que l'on rencontre assez rapidement dans le voisinage, c'est qu'elle est discrète, elle est gentille, elle est sérieuse, c'est une petite fille sans aucun problème. Il n'y a pas eu de conflit avec ses parents, etc. Elle n'a pas... Non, il n'y a aucune... Au moment où elle disparaît, il ne s'est rien passé qui aurait pu provoquer une fugue même très momentanée. Non, absolument rien. Pour moi, Estelle, ce soir-là, n'a pas fugué. Pour moi, fuguer, il faut vraiment avoir faut avoir une volonté de le faire. Et je pense pas qu'elle en était capable. Estelle a un caractère doux. C'est une petite fille très raisonnable. C'est pas du tout le genre de personne qui peut faire une fugue à 9 ans et demi alors qu'il fait -8 et qu'il neige. C'est absurde. Elle a 9 ans, c'est encore vraiment une toute petite fille. La fugue, je pense même pas qu'elle sache ce que ça veut dire. Et on comprend bien qu'on n'est pas dans le cas d'une fugue. Ça, on le comprend très très vite. Il y a deux hypothèses. Si c'est pas une fugue, c'est soit un accident, soit une disparition provoquée. On se dit que la course contre la montre est lancée pour la retrouver le plus vite possible, de savoir ce qui lui est arrivé. Évidemment, plus le temps passe, moins les chances de la retrouver vivante. Comment dire ? On est sûr de rien dans le cadre de disparition. On ne sait pas ce qui a pu arriver. Mais d'expérience, on sait que les chances de survie d'enfants, en bas âge surtout, s'amoindrissent au fil du temps. Il y a vraiment une montée en puissance des moyens de recherche. Il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des pompiers. Il y a une compagnie de CRS aussi. Il y a les chiens, bien sûr, qu'on fait intervenir à la brigade cynophile. Il y a du monde, il y a au moins une centaine de personnes qui sont en train de chercher dans tous les sens. Donc ça, c'est assez impressionnant. Je me rappelle d'une scène, on voit des pompiers équipés avec des tronçonneuses qui vont découper des blocs de glace pour sonder un petit étang pour voir s'il n'y a pas un cadavre sous cette glace. Parce qu'encore une fois, rappelons-le, on est en plein hiver et il fait très très froid. Les températures la nuit descendent à -8, -9 degrés. Et il y a aussi des battues en sous-bois dans les forêts. Donc il y a plein de points de fouille qui sont quadrillés avec une énorme mobilisation. Si vous voyez des indices, surtout ne les touchez pas. Plus on le diffusera, mieux c'est. Je ressens dans les habitants de Guermantes une solidarité que je ne soupçonnais pas. Parce que tout le monde veut en être, tout le monde veut être acteur, tout le monde veut la chercher. Des gens sont venus d'autres villages, d'autres villes pour aider. Enfin, il y a eu vraiment une mobilisation
de tout le monde. Tout le monde veut retrouver Estelle. Les battus ne donnent rien. Il n'y a rien qui puisse raccrocher, ramener les enquêteurs vers la présence d'Estelle. Vraiment, tous les égouts, tous les points d'eau ont été fouillés, etc. On trouve rien, pas de sac, enfin rien. Donc la thèse de l'accident disparaît elle aussi assez rapidement. Il reste donc l'hypothèse de la disparition provoquée par qui? Par l'entourage familial. On apprend assez rapidement, et même tout de suite, que les deux parents, que Éric Mouzin et Suzanne Mouzin sont en train de divorcer, que la situation entre les parents est tendue. La séparation est conflictuelle, la garde des enfants l'est aussi. Le père est parti vivre en banlieue parisienne avec sa nouvelle compagne, et la maman d'Estelle a refait sa vie avec un nouveau compagnon et est restée sur Guermantes. Naturellement, pour les enquêteurs, les deux parents vont être des suspects potentiels. Donc l'un pourrait avoir eu envie de soustraire cet enfant à l'autre pour faire un chantage, peu importe pourquoi d'ailleurs. Mais ça fait partie des choses possibles, ça s'est déjà vu, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Soupçonner les parents de l'enlèvement de leur enfant, c'est toujours compliqué pour eux de le comprendre. C'est forcément humainement très difficile. Seulement, on fait un métier. C'est pas, nos sentiments n'ont pas grand-chose à voir là-dedans, et heureusement, sans ça, faut arrêter tout de suite de faire ce métier. On fait des choses qu'on doit faire, c'est très technique. On ne peut pas faire d'impasse dans ce genre de situation. On s'intéresse à Éric Mouzin. On va chez lui, on va faire une perquisition chez lui, et on commence à découvrir sa vie, qui il est. C'est un expert en assurance, c'est quelqu'un qui est assez réservé, assez froid, qui ne montre pas ses émotions, mais il nous ouvre vraiment tout son carnet d'adresses. Il nous donne son emploi du temps, il nous donne tout ce qu'on souhaite avoir, il ne nous cache absolument rien. Éric Mouzin pourrait se cabrer et dire « Mais enfin, vous foutez de moi, j'espère ». Mais non, il joue le jeu, et il le joue parfaitement. Il répond à toutes les questions, il donne tout. Ses agendas, son portable, ses ordinateurs. Il va être tout de suite blanchi dans cette histoire. Et il l'est. Rien, on ne trouve pas d'aspérité, on ne trouve pas il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de choses qui puissent faire penser qu'il est de près ou de loin mêlé à la disparition de sa petite fille. Non. Concernant Madame Mouzin, on est amené à faire quelques recherches un petit peu plus particulières. On ne la suspecte pas directement, mais on vient chercher des éléments particuliers chez elle parce qu'elle a hébergé des prêtres polonais de la communauté de Thésée. En fait, c'est une communauté œcuménique. Tout le monde parle ensemble, tout le monde prie ensemble. L'idée, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et donc ça part d'un très beau sentiment. Cette communauté de Thésée a pour habitude de se réunir une fois par an dans une grande ville. Et il se trouve que l'année de la disparition de la petite Estelle, c'était Paris. La communauté n'a pas d'argent, donc chaque membre ou proche de la communauté va héberger 2, 3, 4, 5 pèlerins. Il se trouve que la maman de la petite Estelle, Suzanne, dit « Ah oui, je vais faire un effort, et en bonne chrétienne, je vais accueillir 2 Polonais ». Ces 2 Polonais sont donc un curé polonais et un jeune Polonais. Ils vont vivre avec la petite Estelle, la sœur de la petite Estelle et la maman d'Estelle dans la maison de Suzanne Mouzin. Et ce, 1 semaine avant la disparition de la petite Estelle. Donc on partage les repas, on se voit au petit-déj, la petite part à l'école, on sympathise, ils sont très charmants, très sympathiques. Et donc, on est amené à se poser la question de savoir si ces prêtres auraient quelque chose à voir dans la disparition de sa fille. Parce qu'il y a parmi eux un prédateur sexuel ou un pédophile, voilà. Donc, tout de suite, les policiers pensent au pire. Donc, on s'intéresse à ces 2 pèlerins qu'a hébergé Madame Mouzin.
on fait les recherches qu'il faut et grâce à une commission rogatoire internationale, on a la certitude que ces prêtres n'ont rien à voir dans l'enlèvement d'Estelle. Le dossier a été purgé, il a été criblé, ces 2 personnes sont totalement mises hors de cause. Nous pensons que la piste intrafamiliale n'est pas la clé de cette affaire. Il n'y a aucun élément, aucune trace, aucun indice qui apparaît. On ne sait pas comment la petite Estelle a disparu. Est-ce qu'elle est montée dans une voiture ? On ne le sait pas. On est face à du vide. Et c'est bien le problème de cette histoire. On a peu d'éléments. Le père d'Estelle immédiatement pense au pire. Estelle a été amenée par quelqu'un. C'est pas la peine de penser qu'il peut se passer autre chose. On ne se perd pas sur 500 mètres de distance. Elle sait très bien qu'il faut pas monter avec quelqu'un en voiture. Et je crois qu'elle le ferait pas avec un inconnu. Par elle-même. Éric Mouzin, dès le départ, comprend que, certes, la police enquête, certes, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais qu'il peut apporter énormément à l'enquête. Alors il commence par mettre évidemment des affichettes absolument partout. Des avis de recherche, quoi, finalement, auprès des commerçants, aux alentours. Toute information est bonne à prendre dans ce type de dossier. Il a raison, parce qu'il tente tout. Il tente tout. Il veut rien laisser au hasard. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut l'avoir vu. Tout le monde n'écoute pas forcément la radio au bon moment, tout le monde ne regarde pas la télé. Donc quelqu'un peut, après coup, se dire « Ah bah oui, mais moi j'ai vu quelqu'un qui l'emmenait... » Voilà. Donc Guermantes va être inondé en quelques heures et en quelques jours de la photo d'Estelle. Lui, il les a mises un peu partout, mais nous l'avons fait aussi. Je veux dire, moi, il m'est arrivé d'aller coller des affiches un petit peu dans toutes les communes environnantes. La plupart des habitants de Guermantes sont vraiment concernés parce qu'ils se mettent à la place des parents d'Estelle et ils se disent ça pourrait être notre enfant. On pense à eux et on se dit c'est quelque chose d'horrible. C'est inconcevable qu'il puisse arriver dans un village où il ne se passe jamais rien, qu'il puisse y avoir un enfant qui a été enlevé. À l'époque, il n'y avait pas encore alerte enlèvement, donc la police décide de mettre en place un numéro vert et gratuit. Si jamais vous avez une information à donner sur la disparition de la petite Estelle, appelez-nous. Il faut attendre 72 heures après la disparition d'Estelle pour qu'il y ait un coup de fil qui fasse trembler Guermantes. Le dimanche 12 janvier, vers 8h40 du matin, le téléphone sonne. Bonjour, merci de laisser un message après le bip sonore. Il y a un appel téléphonique qui arrive sur le répondeur de l'école de Conches où allait Estelle Mouzin. Et il arrive simultanément sur le répondeur du domicile de Suzanne Mouzin. Un coup de téléphone qui peut paraître très sérieux, très crédible. C'est la voix d'un homme qui dit voilà, la petite fille, c'est mon copain et moi. Moi je voulais pas, c'est lui qui voulait. Nous l'avons enlevée, mais elle est vivante. Je vais la remettre dans le TGV pour Paris. Et il y a un ton qui est crédible, j'en ai encore des frissons, on y croit. Et là, on y croit, on s'est dit, mais c'est un malade mental qui a enlevé cette gamine, qui l'a emmenée je sais pas où. Donc vous imaginez, tout de suite, la police judiciaire en prend compte et pour cause. C'est peut-être la première piste très sérieuse pour retrouver Estelle, puisque cette personne, cet homme, fait comprendre qu'Estelle va bien, qu'elle est avec lui, et qu'il va la mettre dans un train, un TGV pour Paris. On s'est dit que la situation était peut-être pas si désespérée que ça, et
On a eu un fol espoir de la retrouver vivante, finalement rapidement. Tout le monde a cru que Estelle allait revenir. On s'est dit, ça y est, on l'a retrouvée. C'est super, enfin, on va pouvoir enfin tous souffler, tous être contents pour elle, pour la famille. On va la retrouver, ça y est, on a réussi, Monsieur Mouzin a réussi. Tous les moyens sont développés, sont mis en œuvre. Il fallait tout mettre en œuvre pour essayer de la retrouver dans les trains, dans un des trains qui remontait sur Paris. Donc on remonte tout cet appel téléphonique. Et ils vont découvrir très rapidement, en obtenant le numéro, que c'est le numéro d'une cabine publique. Ça provient d'une cabine téléphonique à Avignon. On se dit qu'il est susceptible de mettre Estelle dans un train à partir d'Avignon jusqu'à Paris. On prend des mesures pour essayer de fouiller tous les trains venant d'Avignon et se rendant à Paris. On ne fait pas d'impasse. On fouille tous les trains, on fait fouiller tous les trains. On est au départ, à l'arrivée, et il y a des équipes de la police ferroviaire dans chaque train Avignon-Paris. J'étais dans la salle de crise de Versailles et j'attendais des coups de fil de mes collègues pour savoir s'ils avaient des éléments à me donner. Donc j'étais plutôt stressé, inquiet. C'était très long, je vous cache pas. Je me rappelle parfaitement attendre avec impatience la bonne nouvelle qui n'arrivera jamais. Parmi les passagers, il n'y a pas Estelle Mouzin, elle n'est pas à bord de ces TGV, qui seront fouillés de fond en comble. On ne trouve aucun élément, malheureusement, susceptible de nous aider à retrouver Estelle. Mais néanmoins, après un vrai travail d'enquête, un gros travail d'enquête, on identifie l'auteur de cet appel, que bien évidemment, on arrête, on interpelle. Et puis tout d'un coup, c'est le vide qui nous envahit, puisqu'on s'aperçoit que l'appel était une mauvaise farce. C'est un mythomane, un dangereux mythomane. En tout cas, il sera jugé et condamné à une lourde peine de prison ferme. Le lundi suivant la disparition d'Estelle, ça fait 4 jours d'investigation. Alors on ne peut pas dire que l'enquête piétine, puisque on n'a pas arrêté pratiquement pendant 4 jours, jour et nuit. On a investigué sans arrêt, mais on n'a aucun élément qui laisse à penser qu'Estelle soit en vie. On n'a rien. On est devant un vide. Personne qui n'a rien vu, personne n'a rien entendu, il n'y a aucune trace nulle part. Donc c'est rien. On enquête à partir de rien. C'est quand même pas facile du tout. Où on comprenait surtout à demi-mot l'abattement de ces policiers qui voyaient le temps passer. Nous sommes le 14 janvier 2003 et la police judiciaire de Versailles envisage une perquisition à grande échelle sur le village de Guermantes. Une petite fille est peut-être séquestrée quelque part dans une maison de Guermantes, dans une cave ou que sais-je. Donc il faut absolument fouiller toutes les maisons. Il ne faut pas faire d'impasse là-dessus. On a de grands espoirs sur cette méga perquisition parce qu'on se dit que dans les conditions dans lesquelles elle a disparu, il n'y a pas de témoignage, rien du tout, on se dit qu'elle ne doit pas être très loin. Et c'est ce 14 janvier, ce mardi 14 janvier, à 6h du matin, que la ville de Guermantes est entièrement encerclée, que plus personne ne peut y entrer ou en sortir sans que le coffre de sa voiture soit fouillé. On est obligé d'organiser les choses de manière quasi militaire. C'est du jamais vu en matière judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a un village qui est encerclé par des forces de l'ordre. Il y a, je crois, 150 officiers de police judiciaire qui sont là, et épaulés par des militaires, et également par pratiquement 3 compagnies de CRS pour assurer la sécurisation, pour verrouiller tous les accès de ce village. La police n'avait prévenu personne, ni le maire, ni nous.
Il n'y a eu aucune suite, tout va bien, il n'y a pas un journaliste sur place, la ville est absolument déserte. Et les groupes s'avancent vers chaque maison pour entamer la perquisition à 6h du matin. Ils vont perquisitionner tous les pavillons de Guermantes. Donc il y aura un peu plus de 400 perquisitions. Il s'agit en fait de prendre les gens au saut du lit. 6h du matin, on tape à la porte. C'était les policiers que je connaissais. Puisque ça faisait 3 jours que je passais avec eux. Donc je les connaissais. Police, on vient perquisitionner, on perquisitionne tout le monde dans le village. On laisse rentrer, visiter, regarde partout. Les chambres, les lits, les armoires, les greniers. Dans la salle de bain, j'ai une soupente où il y a des portes de placard. On ouvre les portes de placard aussi pour regarder. Tout, ils fouillent tout. Et les congélateurs. Donc moi, la première chose qui me vient en tête, c'est pourquoi le congélateur ? Et mes parents me disent... la commissaire nous a dit si vous saviez ce qu'on peut retrouver dans un congélateur. Les gens, les habitants de Guermantes sont plutôt traumatisés. Alors non pas par la méthode employée, mais du fait d'avoir été certainement soupçonnés d'avoir pu enlever Estelle ou d'être mêlés de près ou de loin à la disparition d'Estelle. J'avais du mal à imaginer que c'était chez moi qu'on perquisitionnait. J'avais l'impression d'être au cinéma et de regarder un film. C'est très dérangeant quand quelqu'un fouille votre maison. On se sent mal et je sais que pour tous les gens du village, ça a été quelque chose d'assez impressionnant. En fin de matinée, rapidement, parce que Guermantes c'est pas très grand, les policiers doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a aucune trace, nulle part, d'Estelle. On ne trouve pas son cartable, on ne la trouve pas elle non plus, on ne trouve pas son écharpe, on ne trouve rien qui puisse indiquer qu'elle soit passée dans une des maisons, on ne trouve personne qui puisse nous donner un renseignement quelconque. Il faut se faire une raison, Estelle Mouzin n'est pas séquestrée, retenue contre son gré, dans l'un des greniers ou l'un des pavillons de Guermantes. On ne peut pas non plus perquisitionner la région parisienne dans son ensemble. La logique étant que les voisins relativement proches étaient plutôt à privilégier. Et ils font un truc concentrique et ils s'élargissent, mais ils s'arrêtent au village de Guermantes. Alors qu'il y a d'autres villages à côté qui sont mitoyens, puisque la même rue, vous allez avoir côté impair, c'est Conches, côté pair, c'est Guermantes. Pourquoi s'arrêter à Guermantes ? Ça n'a pas de sens. Pour les parents, c'est extrêmement difficile que de voir qu'à chaque fois, on aboutit à une impasse, qu'il n'y a rien de nouveau et qu'on repart à zéro tout le temps. La thèse de l'enlèvement est privilégiée, mais les pistes manquent. Alors le père d'Estelle nous a contactés. Il renouvelle son appel à d'éventuels ravisseurs. J'ignore qui vous êtes et où vous vous trouvez. Je suis en revanche certain que vous m'entendez. Le message qui est finalement rédigé par M. Mouzin est très représentatif en fait de ce qu'il est. Estelle n'est pas une chose que l'on peut garder comme cela. Estelle est une enfant qui doit retrouver sa liberté et sa famille. Quoi qu'il ait pu arriver à Estelle, vous devez nous la rendre. Il n'y a pas dans ce message de marchandage ni d'appel à quelque forme d'humanité qui pourrait être en vous. Vous avez commis un acte monstrueux et vous ne faites pas partie du genre humain. Éric Mouzin, c'est avant tout un battant. Lui, il ne se résout pas, il ne se résigne pas. Lui, il a décidé le combat. C'est une façon aussi de survivre. Monsieur Mouzin a besoin en fait de se comporter comme ça pour pouvoir tenir. Ce qu'il a envie de faire passer, c'est sa colère pour faire bouger le ravisseur. Ça peut venir toucher l'humanité, si tant est qu'il en reste, du ravisseur. Ça fait partie de son état d'esprit. Certains parents ne l'auraient peut-être pas fait, parce qu'il faut avoir le courage aussi d'affronter par image interposée un éventuel ravisseur.
Curieusement, il va falloir attendre 6 mois, juin 2003, pour que le témoignage de la petite voisine d'Estelle soit pris au sérieux. On a un témoignage qui nous arrive d'une petite fille, une amie d'Estelle, du même âge du coup, qui nous explique qu'elle a été importunée par un individu qui était au volant d'une fourgonnette blanche. 3 semaines avant, un jeudi soir de la même manière, à peu près à la même heure. Il accoste la petite fille alors qu'il est dans sa voiture, la fenêtre baissée, et il lui demande si elle veut monter, s'il ne peut pas la raccompagner chez elle. La petite fille, elle, refuse et s'enfuit. Fait très intéressant, c'est que Estelle Mouzin et cette fillette qui a été importunée 3 semaines auparavant, en décembre 2002, se ressemblent beaucoup et que là aussi, peut-être, ne s'agit-il pas d'une coïncidence. C'est un élément troublant et elle va décrire le conducteur. Les enquêteurs décident d'élaborer avec la petite fille un portrait robot. Donc voilà, elle va passer du temps avec les fameux dessinateurs de la police judiciaire. Ça ressemble à un monsieur de type européen. Il est brun, les yeux bruns avec des lunettes. Il a une barbe de 3-4 jours. C'est un visage assez masculin, assez émacié. Très vite, certains vont reconnaître dans ce portrait robot le père d'Estelle, Éric Mouzin, qui effectivement a ce côté un peu massif, des lunettes carrées, mais voilà, encore une fois, ça n'est absolument pas mis en cause. Comme malheureusement la plupart des portraits robots, ils ressemblent à n'importe qui. Le portrait robot, il va être utilisé très largement, y compris dans les médias. Il va y avoir des appels à témoins de réaliser. À partir de ce portrait robot, un numéro vert est mis en place. Le souci, c'est que ce portrait robot n'est pas très distinctif. Aux yeux des enquêteurs, la ressemblance est réelle. Voici l'homme qui a été arrêté en Belgique après l'enlèvement manqué d'une fillette il y a 10 jours. Il ressemble au portrait robot de l'homme recherché à Guermantes dans l'affaire de la petite Estelle. Autre point de concordance, la camionnette blanche de cet homme, elle pourrait correspondre à celle qui est recherchée à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'homme a déjà été condamné pour viol sur mineur en France et il venait encore régulièrement en région parisienne. Quand le 27 juin 2003, les autorités belges arrêtent Michel Fourniret, on va très vite le suspecter de la disparition et de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret, moi qui l'ai beaucoup étudié, je le considère comme le pire tueur en série de l'histoire criminelle française. Michel Fourniret, c'est un prédateur sexuel avéré. Il a violé et tué des jeunes femmes ou des fillettes. Il a été condamné 7 fois pour ce type de fait. Il en a probablement commis d'autres. C'est un peu le suspect idéal dans le cadre d'une disparition d'enfants. Michel Fourniret présente un intérêt dans l'affaire Mouzin dans le sens qu'il a vécu à une dizaine de kilomètres de Guermantes pendant longtemps, donc il connaît très bien la région, qu'il était le roi de la camionnette blanche pour ses enlèvements et que donc la petite fille qui a été sollicitée 3 semaines avant a été également sollicitée par un monsieur qui avait une camionnette blanche. Michel Fourniret est habitué à beaucoup bouger au volant de sa camionnette. Le problème aussi, pour les enquêteurs, c'est de retracer la chronologie de Michel Fourniret, qui utilise fort peu son téléphone portable
qu'il éteint en règle générale quand il est à la recherche de proie. Il ne possède pas non plus de carte de crédit, donc il va payer son essence, tous ses frais en liquide. Voilà pourquoi son parcours est extrêmement difficile à retracer. On l'a rencontré à plusieurs reprises. Il a été placé en garde à vue par la police judiciaire à plusieurs reprises. Et à un moment donné, on lui pose la question, clairement. Êtes-vous à l'origine de la disparition d'Estelle ? Non. En aucune manière. À plusieurs reprises, il le réitère. Non. Bon, voilà. Officiellement, Michel Fourniret, il a un alibi béton, entre guillemets, pour la disparition d'Estelle. Ce soir-là, j'ai appelé mon fils vers 18h30, mon fils aîné, pour lui souhaiter son anniversaire. J'ai téléphoné de mon domicile en Belgique. Ce coup de fil n'aboutit pas, il tombe sur un répondeur, on ne laisse pas de message, et cet appel dure environ 8 à 9 secondes. Et c'est vrai que cette communication téléphonique existe. Aujourd'hui, le problème, c'est que personne ne sait si effectivement ce coup de fil a bien été passé de Belgique et passé par Michel Fourniret. Voilà. Là-dessus, les expertises techniques, je crois qu'elles n'existent pas. Voilà. Elles ont été demandées, mais elles n'ont jamais été réalisées. Bon, là, il y a quand même un sérieux doute. Rien ne laisse à penser non plus que ce soit l'auteur. Voilà. J'aimerais pourtant que ce soit lui. Ça nous solutionnerait l'affaire. Mais j'en suis pas persuadé. En janvier 2009, il y a un nouveau rebondissement. Une photo nous arrive à la police judiciaire de Versailles, une photo qui est issue d'un site pédopornographique de l'Est. Une photo d'une petite fille qui a été trouvée sur un site pédocriminel, sans doute sur ce qu'on appelle le Deep Web, et qui ressemble trait pour trait à Estelle Mouzin. Quand je découvre la photo et que je vois le regard, il y a quelque chose d'Estelle, c'est évident. En plus, on voit une jeune fille visiblement un peu amaigrie, apeurée. Voilà, donc là aussi, on peut légitimement douter. Donc là, l'ensemble des enquêteurs et moi-même pensons effectivement qu'il peut peut-être y avoir quelque chose de ce côté-là. Il faut qu'on vérifie absolument si ça ne correspond pas à quelque chose de fiable. Et du coup, on va faire des recherches sur ce site qu'on va identifier. En France, les policiers ont peut-être trouvé une nouvelle piste dans l'enquête sur la disparition de la petite Estelle Mouzin il y a 6 ans. Alors il faut prendre les informations avec beaucoup de précautions, mais les enquêteurs ont découvert sur un site pornographique basé en Estonie la photo, vous la voyez à côté de celle de l'enfant, la photo d'une jeune fille qui ressemble donc à la petite Estelle. Ces enquêteurs s'envoleront prochainement pour Tallinn pour interroger ceux qui ont mis les photos en ligne. La police, là, va enquêter réellement, elle va aller en Estonie, on va retrouver où est le serveur de ce site pédopornographique. Faute d'avoir de véritables pistes, faute d'avoir de concret, la justice et la police judiciaire sont obligés de se raccrocher, j'allais dire, aux branches, à ce qu'ils trouvent. Et on s'apercevra que finalement que c'est pas la photo d'Estelle, mais d'une fille de l'Est qui appartient à un réseau pédopornographique. On s'aperçoit même que la photo a été prise avant la disparition d'Estelle, en 2001, et donc que c'est absolument pas compatible avec Estelle Mouzin, malheureusement.
C'est une enquête qui nous touche, parce qu'il s'agit d'une enfant, mais aussi parce que ça dure. Et on a beau tout faire et tout mettre en œuvre dans tous les sens, et en fait, rien n'aboutit. On sent de l'abattement au sein de la PJ. Pourquoi ? Parce que, je me rappelle très bien, il y a un des policiers qui me dit finalement, plus l'enquête avance, plus on referme des portes, et plus on a l'impression de reculer. Donc c'est un constat d'échec, c'est terrible. Cette plainte est difficile à vivre pour nous, mais elle est compréhensible parce qu'il a le droit d'estimer que le système n'a pas marché comme il aurait dû marcher. Que M. Mouzin soit déçu de la situation actuelle, qu'il soit en colère en quelque sorte, parce que finalement on n'a pas trouvé la solution à cette énigme, je le comprends parfaitement. Ça nous fait un peu mal, c'est vrai, de considérer que finalement on n'ait pas été à la hauteur de la situation. Et ça nous a fait un peu mal de penser que il considérait qu'on n'ait pas tout mis en œuvre, quoi. Le père d'Estelle Mouzin, il se bat judiciairement, c'est quelqu'un qui a du courage, et c'est quelqu'un qui force l'admiration. Il essaye de ne pas sombrer, d'être dans l'action justement pour pas se laisser aller au désespoir. C'est une façon aussi de survivre. Clairement, M. Mouzin ne veut pas baisser les bras et continuera de faire tout ce qui peut être envisageable et imaginable pour faire avancer l'enquête sur Estelle. Les médias se chargent régulièrement de faire réapparaître la piste Fourniret dans le cadre de l'affaire Estelle. Et donc on est souvent amené à peaufiner tout ce qui a été fait sur lui. Si les enquêtes, à la fois judiciaires, policières, s'intéressent de très près au cas de Michel Fourniret, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de faisceaux concordants. Alors c'est vrai que depuis septembre, il y a de nouvelles recherches qui sont faites dans des propriétés où Fourniret s'est rendu. Il faut explorer, effectivement. Tout ce qui peut être fait doit être fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour l'instant, ça ne donne rien. Moi, je souhaite une chose, c'est qu'un jour, ça donne quelque chose. C'est qu'il y ait un élément concret qui apparaisse. Cet enfant reste comme un fantôme dans le sillage, dans le funeste sillage de Michel Fourniret. Moi, j'ai un doute. J'ai un doute légitime parce que Michel Fourniret, c'est l'incarnation de la perversion. Très curieusement, début d'année 2018, il fait des aveux en creux où il dit en fait qu'il ne nie pas ne pas être impliqué dans la disparition d'Estelle. Voilà, on a quelqu'un qui joue à la fois avec les victimes, il joue avec les enquêteurs, il joue avec la justice, parce que ça lui permet d'avoir la lumière sur lui, qu'on parle de lui, parce qu'il a un ego surdimensionné comme tout tueur de cet acabit. Si Michel Fourniret est impliqué dans la disparition et l'assassinat d'Estelle Mouzin, je pense qu'un jour ou l'autre, il parlera. Estelle Mouzin, ça me touche et ça me touche encore parce que d'abord, ça aurait pu être ma fille, donc comme chacun d'entre nous. Quand je vois la photo d'Estelle et en particulier son regard, forcément, je me projette sur ma fille. Et forcément, je me dis que si moi ça m'arrivait, je ne suis pas certaine d'avoir autant de force que monsieur et madame Mouzin pour rester en vie. Et forcément, on aurait juste envie d'arrêter le temps et de revenir le 9 janvier 2003 pour dire à Estelle, prends l'autre chemin plutôt que celui-là. Ça m'attriste beaucoup, je suis très touchée, mais on y pensera toujours, on pensera toujours à elle.
Parce que cette petite fille... Désolée. C'est une affaire profondément marquante, puisqu'il y a une fillette qui s'est évaporée, qui a disparu, c'est une forme de fantôme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc l'affaire Estelle Mouzin, c'est une véritable énigme judiciaire. Et ça fait 16 ans que ça dure. Le dossier Estelle Mouzin sera clos le jour où on aura identifié, au moins policièrement, l'auteur, enfin, celui qui est à l'origine de sa disparition. Je suis obligé d'investiguer sur ce dossier et je suis obligé de trouver la solution. C'est incontournable. Je veux qu'on trouve la solution. C'est mon objectif, le seul.